Bienvenue à tous. Au nom des 4 Europe Direct et 5 Maisons de l'Europe, puisque ce soir, ce webinaire est co-organisé par la Maison de l'Europe à Angers, la Maison de l'Europe à Nantes, la Maison de l'Europe en Sarthe et la Maison de l'Europe en Mayenne, les 3 dernières cités étant également labellisées par la Commission européenne Europe Direct pour l'ensemble de leurs territoires départementaux et également pour la Vendée, Europe Direct Vendée, que je représenterai ce soir, basée à La Roche-sur-Yon. Ce webinaire est également organisé avec une autre composante de la Commission européenne qui s'appelle les Teams Europe Direct, avec Olivier Brunet ce soir, pour co-animer ce débat avec Julie Angot de la Maison de l'Europe d'Angers, que l'on va vous présenter dans quelques instants, et moi-même pour Europe Direct Vendée. Donc Anissa, je pense que la petite voix va nous annoncer quelque chose, donc quand tu veux. La petite voix ne veut pas partir, c'est pas grave, elle arrivera peut-être un peu plus tard. Donc, c'est pas grave. Alors, la petite voix est partie, mais visiblement, vous ne l'entendez pas. D'accord. Bon, j'ai l'impression que c'est le départ du train. Hein. Ouais, voilà. Donc, on vous avait fait une petite surprise en ayant un petit jingle de la SNCF qui vous souhaitait un bon voyage dans ce train à destination de ce webinaire que nous avons intitulé Vers une mobilité douce, avec ce soir donc 1h15, 1h30 qui vont nous permettre d'échanger tous ensemble sur la thématique des déplacements doux en cette année européenne du rail 2021 que nous allons découvrir pour ceux qui n'en auraient pas encore entendu parler. C'est l'occasion ce soir pour en faire la présentation et aborder cette thématique des déplacements en train en Europe, mais au-delà de ça, tous les déplacements doux. Alors, je vais proposer à Julie de nous rappeler un petit peu les règles de fonctionnement de ce webinaire. C'est ça, donc petit rappel technique qui vont être sûrement redondants pour ceux qui ont l'habitude des webinaires. Pour que tout se passe de manière optimale pour les voyageurs, donc on vous propose de vous mettre en muet, ce que a priori tout le monde a plutôt fait. Donc vous voyez bien en bas à gauche, si vous êtes en muet, vous avez un petit micro barré. Si vous souhaitez prendre la parole, donc à la suite des interventions, n'hésitez pas à lever la main. Donc c'est l'outil réaction en bas au milieu, on va dire. Donc c'est un petit bonhomme réaction et là vous avez l'outil lever la main. On pourra peut-être vous passer la main si on a assez de temps. Et puis vous pouvez bien sûr vous mettre comme les participants l'ont fait en invisible. Donc voilà, la caméra en bas à gauche. Pour échanger, donc vous pouvez tout à fait participer sur le chat. C'est l'outil discuter en bas au milieu ou conversation, ça dépend des zooms de chacun, pour poser des questions aux intervenants ou réagir aux prises de parole. On vous propose donc d'envoyer vos messages à tout le monde et non pas juste à un seul intervenant pour qu'on puisse échanger un peu tous ensemble sur le chat, sur l'outil conversation. Voilà, c'est tout pour moi, a priori. Juste préciser que ce webinaire est actuellement en live aussi sur Facebook. Donc, pour ceux qui souhaitent le suivre, peuvent se connecter sur le Facebook de la Maison de l'Europe à Nantes et que notre rencontre sera donc visible aussi en replay puisqu'elle est enregistrée. Donc, les personnes qui ne souhaiteraient pas apparaître à l'écran peuvent couper leur caméra également. Merci à tous. Donc, au nom des 5 Europes directes, enfin 4 Europes directes et Maisons de l'Europe en Pays de la Loire, nous vous souhaitons un agréable voyage au bord de ce train numéro 4678 du 19 octobre 2021 avec un départ à 18h32. Alors, nous avons comme chef de bord, vous l'avez entendu, Julie Angot pour toute la partie technique et pour vous accueillir à bord de ce TGV, nous avons également Olivier Brunet. Très bien. Écoutez, je vais prendre le relais. Est-ce que Julie, tu veux ajouter quelques éléments avant ça sur le Jamboard et quelques explications en tant que chef de bord avant de démarrer avec Thomas Arnaldi?
Alors, on peut lancer directement le Jamboard. Donc, en fait, le Jamboard, c'est quoi? C'est un atelier post-it virtuel. Donc, je vais vous mettre le lien directement dans le chat. Bon, pour ceux qui voient ça sur Facebook, etc., vous n'aurez pas la main, mais on peut y participer tout au long de l'intervention. Donc, le but du jeu, c'est de répondre à 2 questions pour les participants, mais aussi les intervenants s'ils ont le temps. Alors, je vais vous partager pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça marche. Toc. Alors, est-ce que ça marche bien pour vous? Donc, alors, je partage, mais est-ce que j'ai la main pour rajouter des choses? Oui. Donc, voilà, vous avez 2 pages. Première question, deuxième question. En fonction des intervenants, des interventions et de votre inspiration, bah voilà, hein, vous participez sur le Jamboard comme vous le souhaitez, mais on vous conseille plutôt de partir sur l'outil Pense-Bête. Donc vous n'avez pas la main. Hein. Là, je partage mon écran. Il faudra cliquer sur le lien que j'ai mis dans le chat. Mais pour vous expliquer, donc voilà, vous cliquez sur le petit outil Pense-Bête et là, voilà, vous écrivez ce qui vous paraît pertinent. Bon là, en l'occurrence, c'est pas très pertinent. Hop. Toc, je vais plutôt mettre 3 petits points, vous enregistrez et hop, votre petit pense-bête s'affiche et vous le positionnez où vous voulez. Vous pouvez même changer la couleur, etc. Vous pouvez en mettre plusieurs si vous avez plusieurs idées, bien sûr. Bon, moi, je le supprime parce que ce n'est pas intéressant. Et puis, voilà, à la fin de l'intervention, on pourra revenir donc, sur ce Jamboard. Donc, vous cliquez sur le pense-bête, vous écrivez ce qui vous paraît pertinent, vous changez la couleur, vous enregistrez et vous le positionnez hop, en recliquant dessus pour que, moi je ferai un petit tri de toute façon, mais pour que ça, vous pouvez l'agrandir si vous voulez vraiment que votre idée se voit le plus possible. Alors donc, je précise, voilà. Julie fera un tri, mais ne supprimera pas les... Non, je supprime que mes propres. Alors merci beaucoup Julie, donc je propose tout de suite à nos 3 intervenants de se présenter en une phrase. Le challenge est lancé à Thomas Arnaldi. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation et ravi de participer à ce webinaire donc, sur l'année européenne du rail. Donc, moi, pour ma part, je suis donc Thomas Arnaldi, je suis professeur d'histoire-géographie et également secrétaire général des Jeunes Européens France. Et sur le chemin de fer, je suis relativement spécialisé puisque j'ai eu l'occasion d'écrire un mémoire de recherche sur l'européanisation du chemin de fer en 2019. Et je suis également en cours d'écriture d'un autre mémoire de recherche sur l'européanisation de la SNCF. Merci beaucoup, Monsieur Arnaldi. Je passe maintenant la parole au wagon numéro 4 avec Sophie Buise à la place numéro 36. Bonjour, Sophie Buise. Je travaille à la Deutsche Bahn, responsable pour ce qui s'appelle le Market Management, qui concerne toutes les coopérations internationales que nous avons avec nos pays voisins, donc entre la Deutsche Bahn et la SNCF, entre autres. Donc, webinaire européen, puisque nous avons l'Allemagne avec nous ce soir. Merci beaucoup. Et enfin, dans le wagon d'à côté, nous avons Monsieur Julien Le Floch. Bonjour à tous, oui, donc Julien Le Floch, chargé de projet mobilité à l'association Alizé. Moi, j'ai comme mission principale tout ce qui est travail sur tout ce qui est mobilité durable, mobilité alternative à la voiture individuelle, avec notamment un accompagnement de territoires comme à la Carène, Saint-Nazaire, accompagner les entreprises à la mise en place d'animations pour favoriser les déplacements écomobiles et l'organisation du défi mobilité à l'échelle de la région Pays de la Loire. Alors, merci beaucoup pour votre présentation succincte et j'introduirai simplement par une phrase d'un invité qui, malheureusement, m'a envoyé un message parce qu'il me dit « Désolé de ne pas être du voyage, Hélène, mais à cette heure-là, je sortirai de réunion, enfourcherai mon vélo pour rejoindre un TER. » Donc voilà, donc peut-être qu'il est derrière son smartphone dans le train pour suivre cela. Mais voilà, ça me paraissait une petite introduction clin d'œil avant de passer la parole donc à Olivier pour lancer l'échange avec Monsieur Thomas Arnaldi. Bon, merci Hélène pour cette belle transition. Donc Thomas, nous allons dialoguer pendant une quinzaine de minutes. Je m'arrêterai avec vous à 18h55 et puis on va voir après ce que vous pouvez nous proposer en forme de quiz. Donc, je suis conférencier Team Europe Direct, ravi de travailler dans ce collectif. Et bon, il n'est pas possible à un spécialiste du train de tout nous dire en l'espace de 10 minutes, mais on va peut-être commencer par l'Europe de la concurrence. Je me souviens, comme vous, d'une époque où on a parlé beaucoup de l'ouverture du rail à la concurrence. Maintenant, on y arrive, on est vraiment dans la phase opérationnelle.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit et peut-être nous donner quelques exemples pour que les gens, nos auditeurs, comprennent bien ce dont il s'agit? Alors, merci beaucoup pour cette question d'abord, puisque c'est vrai qu'on parle souvent de concurrence et qui est imposée par la Commission européenne de Bruxelles. En réalité, qu'est-ce que c'est que cette ouverture à la concurrence sur les modes de transport ferroviaire? Alors, d'une part, la concurrence, ce n'est pas un phénomène nouveau. Les premiers trains de transport ferroviaire qui n'étaient pas exploités par la SNCF, mais qui sont intervenus à l'exemple de la France, ça date déjà depuis 2006 avec les premiers trains qui étaient ouverts à la concurrence, notamment au niveau du fret. Ensuite, on a eu les transports ferroviaires internationaux qui n'avaient pas le droit de caboter au départ. C'est-à-dire que quand on avait un Paris-Munich, on pouvait prendre des voyageurs entre Paris et Strasbourg si c'était opéré par la SNCF, mais pas entre Strasbourg et Munich si c'était opéré par la SNCF. Donc, le cabotage n'était pas autorisé au départ. Aujourd'hui, donc, sur cet aspect-là, donc, on va caractériser plutôt d'open access. Ça existe pour tous les transports ferroviaires. Et on a plusieurs exemples en la matière qui sont assez intéressants et qui sont très enclins dans l'actualité. On a le Ouigo, donc, qui est de la SNCF, une filiale de la SNCF qui s'est implantée récemment en Espagne. On a aussi le train à grande vitesse de Trenitalia, qui maintenant réalise aussi des relations ferroviaires à grande distance entre Paris et via Lyon et ensuite l'Italie, Milan, Turin. Et d'autres entreprises ferroviaires, là je pense récemment à Railcoop, qui est une entreprise ferroviaire aussi qui au mois de septembre a reçu une licence pour exploiter notamment au niveau des Bordeaux-Lyon qui devrait arriver d'ici le mois de juin prochain. Ça, c'est un des premiers volets de la concurrence. Le deuxième volet de la concurrence, c'est au niveau des délégations de services publics. Donc là, lorsqu'il y a une autorité organisatrice des transports, qui sont en France principalement les régions, donc elle peut décider d'avoir un certain nombre de lignes ferroviaires. Les trains express régionaux, par exemple, sont l'un des archétypes de ce genre de mode d'organisation des transports, qui sont délégués à une entreprise spécifique. Donc, si on prend l'exemple de la région des Pays de la Loire, c'est la SNCF qui a un contrat avec la région Pays de la Loire qui a été conclu en 2018 jusqu'en 2023. Et donc, ça, c'est organisé avec une sorte de monopole provisoire par la SNCF. Et donc, les dés peuvent être remis sur la table à partir de 2024. Je ne suis pas natif de la région de Pays de la Loire, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un certain nombre de groupes politiques qui étaient favorables à ce que ce ne soit pas nécessairement la SNCF en 2024. Et puis, dans les exemples très récents de l'actualité, on peut prendre aussi le Marseille-Nice, typiquement, qui va être exploité par Transdev d'ici plusieurs mois. Donc ça fait partie des délégations de services publics qui peuvent être justement modulées en fonction des autorités organisatrices de transport. Le Nantes-Lyon et le Nantes-Bordeaux, donc là c'est l'État qui est autorité organisatrice de transport puisque ce sont des lignes intercités de desserte du territoire. Et il a été question un temps aussi de les remettre à la concurrence. Puis finalement, faute de concurrence, c'est la SNCF qui va les conserver. Donc on peut penser que le consommateur y trouvera son compte. Alors, la concurrence, dans cette logique justement d'une Europe du rail, elle est seulement sur l'exploitation des services ferroviaires. C'est-à-dire que pour tout ce qui est de la gestion des infrastructures, quand on parle donc des rails, de la maintenance, etc., là, ça reste un monopole de SNCF Réseau en France ou de Deutsche Bahn Netz pour le volet en Allemagne, tout ce qui est de la gestion des infrastructures. C'est seulement le volet de l'organisation des services ferroviaires, donc le fait de prendre le train qui est effectivement mis en concurrence, de la même manière qu'on peut choisir sa compagnie aérienne lorsqu'on prend l'avion, ou qu'on peut choisir la compagnie de bus pour les bus longue distance, ou effectivement quel vélo on achète, quelle voiture on achète. Bon, ce qui va m'amener à un deuxième type de questionnement qui, lui, est plus franco-européen dans ce contexte d'ouverture à la concurrence. Bon, qu'est-ce qu'on peut attendre finalement en France dans les années qui viennent? J'avais entendu parler, comme vous, du plan d'investissement France 2030.
À quoi faut-il s'attendre dans les années qui viennent dans ce contexte, très précisément en France? Alors, c'est vrai que là-dessus, on est face à ce que je pense être un renouveau en matière ferroviaire là, à attendre dans les prochaines années, puisqu'on a des investissements massifs qui vont intervenir sur le transport ferroviaire. Là, vous avez mentionné le plan de relance France Relance 2030, qui devrait voir environ 30 milliards d'euros sur la prochaine décennie, axés notamment sur la décarbonation des transports. Et donc, il y a un peu plus de 11 milliards d'euros qui sont dédiés au transport, dont 4,7 sur le transport ferroviaire. Donc là, il y aura plusieurs objectifs qui sont alloués à cela. C'est vrai qu'on parle de milliards d'euros, c'est assez abstrait, mais en réalité, le transport ferroviaire, de par les infrastructures, nécessite un coût considérable d'investissement et de maintenance, et puis de régénération aussi au niveau du réseau, puisque le réseau ferroviaire, donc là, je prends l'exemple au niveau de la France, on aura sans doute quelques comparaisons avec l'Allemagne tout à l'heure, c'est un réseau qui a environ une trentaine d'années de moyenne d'âge, avec un certain nombre de lignes de train qui sont rentables, comme le Paris-Lyon. Hein, les investissements pour construire cette ligne sont aujourd'hui complètement rentabilisés, mais d'autres qui nécessiteront sur le temps long, des coûts qui sont absorbables seulement par une puissance publique. Et donc, c'est vrai que sur le transport ferroviaire, c'est non seulement le transport qui aujourd'hui est le plus à même d'être en conformité avec les objectifs de développement durable sur cette décarbonation du transport, notamment quand on vise sur de la longue distance, et dans le même temps, ce sont des coûts considérables. Donc, c'est à concilier. Et là, le plan de relance fait notamment appel sur la rénovation au niveau du fret ferroviaire, puisqu'aujourd'hui, le fret ferroviaire, c'est principalement par camion et par route, du fait de la vétusté de certaines jonctions au niveau du réseau. Au niveau de la desserte fine aussi du territoire, sur ce qu'on appelle les petites lignes de train, puisqu'il y en a un certain nombre qui ne voient passer que quelques trains par jour et qui nécessitent des investissements pour être modernisés au niveau de la signalisation, au niveau du matériel roulant, etc. Donc là aussi, des investissements là-dessus. On a entendu parler de la relance de certaines lignes à grande vitesse qui devraient voir le jour, avec les études qui sont poursuivies, par exemple, sur le Bordeaux-Toulouse, mais on pourrait aussi mentionner le Marseille-Nice, etc. Et puis, les trains de nuit. Les trains de nuit, vous venez à ma troisième et dernière question. Effectivement, les trains de nuit qui sont si populaires, bon, dont certains plus âgés que vous se souviennent. Hein, moi, j'étais dans les trains couchettes de Brest à Paris. Qu'est-ce qu'on peut espérer maintenant? Est-ce qu'on peut parler d'une véritable renaissance des trains de nuit en Europe ou est-ce qu'il va falloir être patient? Je pense qu'il va falloir être patient. C'est-à-dire qu'au niveau des trains de nuit, là, dans le cadre du plan France Relance, on a le Paris-Tarbes et le Paris-Nice qui réouvrent. Enfin, le Paris-Nice qui a réouvert, le Paris-Tarbes qui est en cours de réouverture. Ça porte à 5 ou 6 le nombre de lignes de trains de nuit qu'on peut avoir en France. C'est assez peu. En réalité, aujourd'hui, pour faire des liaisons grande distance, il y a assez peu de flexibilité lorsqu'on veut utiliser le transport ferroviaire sur la nuit. Donc, c'est tout le volet qui est actuellement développé par la SNCF sur le volet marketing pour essayer de relancer le train de nuit en faisant aussi ses coûts-avantages, que c'est une nuit d'hôtel économisée, remobiliser aussi une nouvelle clientèle qui profitait plus de l'avion et qui a aujourd'hui un certain nombre d'appétences pour des transports plus écologiques. Ce qui est intéressant à noter sur le niveau européen, c'est qu'on a la compagnie autrichienne avec la Österreichische Bundesbahn, donc la ÖBB, qui est très en vogue là-dessus en matière de train de nuit, hein, qui dessert un certain nombre de pays d'Europe centrale, l'Allemagne aussi notamment, et jusqu'en Belgique. Et donc, il y a eu un accord l'année dernière avec plusieurs compagnies ferroviaires européennes, donc la SNCF, la Deutsche Bahn, les chemins de fer fédéraux suisses, et puis ÖBB, bien sûr, pour redynamiser un certain nombre de lignes de train de nuit pour en faire justement une forme de Trans-Europe Express 2.0 avec là, tout prochainement, hein, donc là on parle du 13 décembre prochain, la réouverture du Paris-Vienne qui va intervenir aussi à ce moment-là et probablement aussi à l'horizon de l'année prochaine des liaisons du type Zurich-Rome et puis si tout se passe bien aussi pour 2023, un Paris-Berlin.
C'est vrai qu'aujourd'hui, le seul Paris-Berlin qu'on peut avoir, c'est un Paris-Berlin opéré par les chemins de fer moscovites qui réalisent le Paris-Moscou et s'arrête une fois par semaine entre Paris et Berlin. Sinon, il n'y a pas de train direct qui existe entre Paris et Berlin aujourd'hui. Bon, merci beaucoup Thomas, on vous écouterait avec plaisir longuement. Donc, en tout cas, on reviendra volontiers vers vos travaux. Vous êtes un vrai spécialiste des questions ferroviaires, c'est évident. Mais notre train va rester à l'heure. Donc, ce qu'on avait convenu entre nous, c'est que vous allez vous mettre dans la peau du professeur et tout de même avec un petit quiz, vous allez également nous attirer sur quelques questions pertinentes pour nous faire réfléchir. Alors, écoutez, ce que je vous propose, c'est donc dans ces cas-là de répondre à quelques petites questions pour justement en rejoignant ce Slido. Donc, vous pouvez vous connecter directement sur slido.com avec le hashtag EuropeRail ou en scannant le QR code. Ou bien sinon, je crois qu'aussi le lien a été diffusé aussi sur la discussion. Donc, vous pouvez cliquer directement dessus. Et donc, c'est un quiz assez rapide. L'objectif, c'est de répondre à 5 petites questions en lien avec de l'actualité qui se produit sur le transport ferroviaire en Europe. Bon, super. C'est un outil que vous utilisez avec quel type d'audience ou de participants? Ah ben ça, c'est un outil que j'utilise principalement avec mes élèves aussi lorsqu'il y a eu notamment les cours en format dématérialisé, mais aussi qu'on peut utiliser dans le cadre associatif lorsqu'on est sur des formats de webinaires ou sur d'autres types de formations. Slido est un outil assez interactif qui permet de faire des petits quiz ou au contraire de faire aussi des brainstorming par nuage de mots. Donc là, c'est la première question que vous pouvez répondre parmi les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au transport, à combien est-ce que le transport ferroviaire est responsable? Donc, il faut prendre les émissions de transport sur une base 100 et imaginer en fait le transport ferroviaire parmi tous les modes de transport qui existent, à combien est-ce qu'il en est responsable en Europe? Sachant qu'on parle de transport ferroviaire, c'est vraiment sur l'intégralité du transport. Hein. Donc, ça part des locomotives diesel, mais également des lignes électrifiées, etc. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Il y a déjà 13 participants, donc allez-y. On n'a plus de locomotives à vapeur en Europe. Non, mais il y a encore un certain nombre de lignes qui sont diesel. Des locomotives à vapeur pour des trains touristiques, oui. Mais après, la pollution, elle est à la marge, je pense, sur ces trains touristiques. Mais il y a encore un certain nombre de lignes qui ne sont pas électrifiées en Europe, qui sont même majoritaires. Alors, pas en termes de trafic, mais bien sûr en termes de kilomètres. Et c'est vrai qu'elles sont aussi responsables d'un degré de pollution, d'émissions de gaz à effet de serre, du moins, qui est plus élevé que pour les lignes électrifiées. Bon. On a une quinzaine de réponses. Est-ce que c'est… Oui. Alors, ça monte petit à petit. On va pouvoir peut-être donner la réponse à la première question. Oui, alors je viens de bloquer justement le vote. Donc, le transport ferroviaire, c'est responsable de 0,5% des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble des modes de transport. Et justement, si on parle du mode de transport qui pollue le plus, à votre avis? Donc, parmi les réponses, nous avons d'après nous, le moyen de transport le plus polluant, le transport routier, la bicyclette et la course à pied, ou bien le transport aérien, ou bien le transport ferroviaire, ou le transport maritime et fluvial. À vous de jouer. Comment est-ce que vous jugez, enfin, je repose la question sur la question, le moyen de transport le plus polluant, je dirais avion par avion ou globalement? Oui, globalement. On parle d'émissions en termes globaux, oui.
Oui, parce que si on juge au nombre de passagers que l'on peut mettre dans Mhm. chacun des titres, des moyens de Exact. transport. La question portait oui. à ambiguïté, je suis tout à fait d'accord. Là, on parle véritablement en termes global. Oui. Bon, ça, c'est des questions qui sont bien dans les discussions européennes aussi sur le Green Deal, sur le pacte vert, hein. Exactement. Donc, Green Deal qui a pour objectif une neutralité carbone d'ici 2050. Et donc, c'est vrai que la répartition en termes d'émissions de gaz à effet de serre est assez importante aussi au niveau des différentes négociations. Bon, Alors, personne n'a choisi la bicyclette, mais sinon, il y a une certaine répartition, hein. Oui, alors en réalité, on n'est pas trop mal, c'est-à-dire que c'est le transport routier qui est le plus important en termes de pollution. Transport routier qui représente un peu plus de 70% des émissions de gaz à effet de serre. Juste après, on a l'aérien avec une quinzaine de pourcents et le transport maritime et fluvial aussi qui est important, mais un peu moins que le transport maritime aérien, transport ferroviaire qui est assez faible, et bien sûr la bicyclette et la course à pied qui sont, somme toute, très négligeables de par ce qu'ils représentent. Donc là, vous pouvez rejoindre un quiz qui est sur les 3 dernières questions. Bon, la course à pied, elle n'est pas du tout polluante, hein, on est bien d'accord. Ça dépend du coût de transport au niveau des chaussures, au niveau... c'est vrai que si on se met à calculer l'empreinte carbone de manière assez large, on peut imaginer que, certes, c'est négligeable par rapport à la course à pied, mais qu'il peut y avoir aussi une empreinte carbone. Alors, quelle est la question suivante? Alors là, il faut joindre le quiz et ensuite vous avez accès à la question. Là, pour le moment, on a 7 personnes qui ont rejoint le quiz. Donc la moitié à peu près, puisqu'il y en a 16 qui ont participé aux 2 précédentes questions. Donc encore quelques secondes pour ceux qui voudraient nous rejoindre et puis on va lancer la suite. Bon, mais il est bien votre quiz pour réfléchir effectivement à la question de la plus-value du rail. Et peut-être en même temps que on attend les résultats, de dire quand même au passage que ce webinaire est vraiment centré, enfin commence sur l'année européenne du rail. Est-ce que vraiment cette année européenne du rail, pour un spécialiste comme vous, ça a de l'importance? Bien sûr que ça a de l'importance et justement, c'est une très bonne transition peut-être avec la toute première question. C'est qu'on avait le Connecting Europe Express qui est arrivé à Paris le 7 octobre dernier après avoir parcouru un peu plus de 20 000 kilomètres au travers de 26 pays européens. C'est-à-dire qu'il est parti de Lisbonne en septembre dernier et il a fait un peu plus d'une centaine d'étapes partout en Europe pour justement, à l'occasion de cette année européenne du rail, fêter le train. Donc, il est arrivé à Paris. Donc, j'avais l'occasion aussi d'être parmi les invités sur Paris pour accueillir ce Connecting Europe Express. Mais à votre avis, combien de locomotives ont été nécessaires pour que ce train relie l'ensemble de son parcours de 20 000 km? Bon, elle est sympa votre question, entre une seule et une centaine. On va voir ce que disent nos participants. Ça, c'est vraiment sur un des éléments qui est au cœur des discussions aujourd'hui sur le train en Europe. C'est ce qu'on appellera l'interopérabilité, puisque il faut savoir qu'en Europe, il est extrêmement complexe de faire joindre d'un bout à l'autre un certain nombre d'infrastructures. Si vous prenez l'exemple de l'Espagne, justement avec la France, on n'est pas sur un écartement de rail similaire. Entre la France et l'Allemagne, on n'est pas sur une signalisation ferroviaire d'une part qui est identique, mais aussi sur l'alimentation électrique qui est différente. Et donc, il y a un certain nombre d'obstacles techniques qui rendent les trains assez peu interopérables entre eux. Bon, ça c'est une vieille histoire, hein, effectivement, parce que... Et donc, la bonne réponse, c'était une soixantaine. Il y a besoin d'une soixantaine de locomotives pour traverser 33 frontières, parce qu'en réalité,
il y a aussi des frontières qui sont électriques à l'intérieur même de pays. Et vous avez le cas, par exemple, la France. La France, on a 2 frontières électriques, puisque la partie sud de la France, elle est pas sur la même alimentation électrique que la partie nord. Ça, c'est pour des raisons historiques, mais ça, on pourra en discuter une autre fois si ça vous intéresse. Bon, très bien. Donc, ça met l'accent sur l'importance du chantier européen qui est loin d'être fini dans ce domaine-là et sur l'interopérabilité, qui est un mot difficile à prononcer, mais bien important pour comprendre la thématique ferroviaire. C'était vous avez d'ailleurs encore une question. Oui. l'une des remarques d'un de nos internautes qui pointait la très mauvaise concordance, je cite, la très mauvaise concordance entre les réseaux à grande vitesse ou intercités européens à quelques exceptions près. C'est tout à fait exact. Et justement, l'une des raisons pour laquelle, donc là, pendant que la deuxième question s'affiche de ce quiz sur le réseau à grande vitesse, qu'on a une très mauvaise connexion parce que avec l'arrivée de la grande vitesse, les réseaux sont devenus de moins en moins interopérables entre eux, puisque nécessairement que quand un train roule à grande vitesse, ça nécessite une signalisation ferroviaire qui ne peut plus être sur le côté latéral puisqu'on circule trop vite. Et donc une transmission entre la voie et la machine qui permet au conducteur du train d'avoir l'ensemble des informations utiles à la conduite. Et donc l'Allemagne a développé un système de signalisation qui n'est pas le même que celui qui a été développé en France, pareillement que l'Espagne, etc. Donc il y a un certain nombre de systèmes de signalisation ferroviaire distincts. Et si on prend l'exemple du Thalys, que vous connaissez bien, qui relie la France, le Benelux, les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne, on est sur 7 systèmes de signalisation différents qui peuvent être lus par les rames qui circulent, jusqu'à Cologne en tout cas. Donc là, sur le pays européen qui dispose du plus grand nombre, en termes de kilomètres, de voies de chemin de fer à grande vitesse. Donc, a priori, il n'y a pas tout le monde encore qui a répondu. Et grande vitesse, vous la définissez, la grande vitesse? Oui, on peut la définir, la grande vitesse, parce que c'est d'ailleurs très intéressant au niveau des négociations européennes de définir la grande vitesse. Aujourd'hui, la grande vitesse, c'est pour une ligne nouvelle quelque chose qui est supérieur à 250 km/h. Et pour une ligne qui a été réaménagée, qui, par exemple, typiquement des choix politiques en Allemagne, supérieur à 200 km/h. Très bien. Eh bien, on va voir qu'est-ce que répondent nos participants. Et ceci est la dernière question du quiz? L'avant-dernière. L'avant-dernière, d'accord. Donc du coup, je vais passer sur... Alors, l'Allemagne, la France ou l'Espagne. Eh bien, en réalité, c'est bien l'Espagne qui dispose d'un peu plus de 2000 km de voies de chemin de fer. La France arrive en 2e place avec les nouvelles liaisons à grande vitesse aussi en Paris-Bordeaux, Paris-Rennes, notamment qui ont été finalisées, donc avec un peu plus de 1600 km. Et l'Allemagne en 3e position, puisque justement l'Allemagne a fait un choix politique de réaménager les lignes de chemin de fer plutôt que de privilégier la construction de lignes nouvelles. Le Royaume-Uni a que 2 lignes de chemin de fer à grande vitesse et l'Italie assez peu en réalité comparé à la densité qui pourrait y avoir pour la desserte nord-sud. Mais il y a des projets pour en construire une 2e sur la façade de la mer Adriatique. Bon, merci beaucoup, c'est très clair. Et voilà la dernière question. Dernière question, qui est plus en lien avec les projets justement qui peuvent être financés ou cofinancés par l'Union européenne en matière de transport et en matière de transport ferroviaire. Il y en a une multitude, ou même en matière de transport durable, de mobilité douce. Donc là, parmi les projets suivants, à votre avis, lesquels ont été ou sont cofinancés par l'Union européenne? Bon, ça c'est sympa, vous vous êtes adapté à notre public des Pays de la Loire, qui peut par ailleurs s'intéresser au tunnel entre Lyon et Turin, évidemment. Donc là, c'est aussi intéressant de voir, par exemple, aussi sur une question des Pays de la Loire, que dans le cadre de la renégociation des réseaux transeuropéens de transport,
On a le corridor atlantique, qui est l'un des 9 corridors de transport qui façonne justement ce réseau central européen sur le chemin de fer, le transport fluvial, etc. Que Nantes, toute la liaison entre Nantes et Tours a été intégrée là sur la prochaine programmation pluriannuelle dans le corridor atlantique, ce qui n'était pas le cas précédemment. Donc ça a été suite aussi avec un lobby assez intense de la région des Pays de la Loire auprès de Bruxelles et de la Commission européenne. Et donc, il y aura toute cette partie de Nantes à Tours qui sera aussi intégrée dans le corridor atlantique, justement pour desservir le port de Saint-Nazaire, mais aussi faire un ensemble d'investissements sur la ligne ferroviaire entre Nantes et Tours. Bon, très, très intéressant. Et quelles vont être les réponses, les bonnes réponses? Les bonnes réponses, c'est bien sûr toutes. Voilà. C'est-à-dire que l'aménagement de pistes cyclables à Saint-Herblain, ça se fait dans le cadre du Fonds européen de développement régional, donc là qui est fait avec justement l'organisation de la région des Pays de la Loire. La modernisation de la gare de Nantes, là c'est principalement sur le mécanisme d'interconnexion aussi pour l'Europe, puisque là aussi on a la possibilité de rénover un certain nombre de goulets d'étranglement, ce qu'on appelle dans le jargon ferroviaire. Ça se fait aussi sur l'aspect portuaire, donc notamment pour le port de Nantes et Saint-Nazaire. Et puis, je ne pouvais pas parler de projets cofinancés par l'Union européenne sans parler d'un des très gros projets là, qui est en ce moment parmi ceux qui ont les plus hauts taux de cofinancement en matière ferroviaire, qui est le tunnel de base entre Lyon et Turin. Donc un tunnel d'à peu près 50 km qui est en train d'être creusé entre la France et l'Italie pour justement essayer de redynamiser le transport ferroviaire et concurrencer les autres modes de transport, et là en l'occurrence la route avec les camions qui traversent les Alpes, qui là seraient directement sur le train, de manière beaucoup plus proactive que par le tunnel du Fréjus qui est un tunnel du 19e siècle. Bon, grand merci Thomas pour cet excellent quiz. Je vais céder la parole à Hélène ou Julie pour 5 minutes supplémentaires sur des questions à Thomas Arnaldi, soit à partir du Jamboard, soit à partir des questions de nos participants. Alors des choses qui vous tapent dans l'œil. Tout à fait. Donc, suite à ce questionnaire, dans la partie questions, il y avait une personne qui disait que le grand problème, c'est le report modal qui est mal réparti face à la qualité des services, à l'illisibilité des services. Ça, c'était sa remarque. Et après, il y avait une autre remarque aussi qui était justement par rapport à ce que vous disiez là sur les trains de nuit avec l'ouverture de lignes bientôt entre Paris et Vienne et autres. Peut-on envisager une ligne à grande vitesse, pour rester dans la thématique de votre dernière question, entre Paris, Berlin et Varsovie? Extrêmement intéressant, oui. Alors, les lignes à grande vitesse qui sont transfrontalières, en réalité, il y en a quelques-unes. On peut imaginer justement le tunnel sous la Manche. On peut aussi imaginer la ligne à grande vitesse entre Lille et Bruxelles. Là, il se trouve aussi qu'on a la construction de la ligne à grande vitesse entre Dresde et Prague, donc entre l'Allemagne et la République tchèque. On peut aussi citer le projet Rail Baltica, donc, qui est un projet de création d'une ligne nouvelle aussi à grande vitesse qui rejoindrait la frontière polonaise jusqu'à Tallinn, en Estonie, là qui est un des grands projets d'investissement ferroviaire en Europe, dans l'espace post-soviétique, on peut dire. Sur une ligne à grande vitesse entre Paris, Berlin et Varsovie, je pense que c'est tout le sens déjà de la LGV Est-européenne entre Paris et Strasbourg telle qu'elle a été conçue. Ensuite, pour qu'elle s'inscrive dans un prolongement jusqu'à Berlin et Varsovie, ça je laisserai peut-être Sophie tout à l'heure en préciser les contours sur un Strasbourg-Berlin ou sur un Berlin-Varsovie. C'est vrai que les lignes à transport longue distance entre l'Allemagne et la Pologne, il y en a assez peu comparativement à l'Europe occidentale. Les lignes de train entre l'Allemagne et la Pologne, c'est surtout du transport régional.
Alors, petite question qui fait référence au début de votre intervention sur la libéralisation des compagnies ferroviaires et autres moyens de transport. Cela ne va-t-il pas à l'encontre d'un véritable service de proximité? Alors, si c'est un service de proximité, il n'y a pas de, il n'y a a priori pas de contradiction en la matière, c'est-à-dire que ce sont toujours les autorités organisatrices des transports qui organisent les transports en commun. Donc là, si on prend l'exemple de la région Pays de la Loire, elle organise les transports ferroviaires de proximité au niveau de la région Pays de la Loire. Ensuite, c'est de sa responsabilité de décider si elle fait un contrat de délégation de service public avec la SNCF ou bien avec une autre compagnie ferroviaire, selon les coûts que cela engendre pour la région, selon aussi un certain nombre de possibilités et d'avantages comparatifs qu'il peut y avoir entre plusieurs compagnies ferroviaires qui postulent pour cette délégation de service public. Donc, a priori, en termes de services pour les voyageurs, ça n'a pas d'impact direct. Au contraire, ce qui se dit assez régulièrement, qui est une opinion que certains ne partagent pas, mais en tout cas que je transmets ici, c'est que la concurrence va avoir pour objectif et pour conséquence une diminution du coût pour le voyageur. En réalité, on a assez peu d'expérience en France pour le moment. L'Allemagne, là-dessus, est un bon exemple de concurrence, de modèle où la concurrence a fonctionné et fonctionne, avec une coopération aussi en matière de billettique, c'est-à-dire que la Deutsche Bahn peut, quand vous allez sur le site de la Deutsche Bahn, vous pouvez tout à fait acheter un certain nombre de billets de train pour des compagnies ferroviaires qui ne vont pas être celles de la Deutsche Bahn. Donc ça, par exemple, c'est une chose intéressante à savoir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui sur Oui SNCF. Vous ne pouvez pas acheter des billets de train pour des compagnies ferroviaires où il n'y a pas d'accord avec la SNCF. L'autre, donc il y a des vrais efforts en termes de billettique à faire, et ce qui permet de répondre à la question aussi sur le report modal et la lisibilité des services. Aujourd'hui, en matière de billettique, je pense qu'il y a des vrais efforts à poursuivre. Et sur ce qui est de l'open access, là, l'open access, c'est du transport qui n'est pas subventionné par des collectivités publiques. Donc, en réalité, c'est du transport longue distance. Et donc, dès l'instant qu'il va y avoir une forte demande ou une concurrence possible avec d'autres modes de transport, une offre de transport pourra tout à fait se faire par le ferroviaire. Si je prends l'exemple de Railcoop que j'ai évoqué tout à l'heure, Railcoop, c'est une société ferroviaire qui est partie du principe que pour faire un Lyon-Bordeaux, il fallait nécessairement passer par Paris. Et donc, elle a décidé de réhabiliter un transport longue distance de proximité en passant par le Massif central, ligne qui n'était plus opérée par la SNCF. Donc, c'est l'objet de négociations depuis plusieurs mois maintenant, qui devrait permettre à ce projet-là d'aboutir au mois de juin. Alors, je me permets de rebondir sur la question de M. De Broc sur le chat. Donc, peut-être une question plus en direction de Madame Buys, mais voilà, il indique comment identifier une politique commerciale européenne qui soit cohérente et homogène. Et est-ce que les liaisons de connexion sont d'actualité? Bon, vaste question. On va laisser Thomas répondre là-dessus et puis après, on va passer en Allemagne. Alors, pour une politique commerciale européenne homogène, en réalité, c'est depuis 1991 qu'on a eu la première directive européenne sur la revitalisation des chemins de fer communautaires. Depuis, c'est-à-dire qu'il y a 4 paquets ferroviaires qui se sont succédés. Le dernier en date, c'était en 2016, avec une transposition complète depuis 2020, normalement. C'est-à-dire qu'on va toujours vers un développement plus important du chemin de fer. Ça, c'est l'objectif qui est général pour la Commission européenne en la matière, vers plus de sécurité, vers aussi plus de compétitivité par rapport aux autres modes de transport. Parce que quand on parle de concurrence au niveau du chemin de fer, il ne faut pas oublier, c'est que ce n'est pas une concurrence des compagnies ferroviaires entre elles, c'est avant tout une concurrence du chemin de fer par rapport aux autres modes de transport. Et ça, en réalité, c'est quelque chose qu'on a aussi tendance souvent à oublier. Là, en termes de desserte, en termes de maillage du territoire, l'Allemagne est bien meilleure en termes de maillage du territoire que ne peut l'être la France. Sur ce qu'on appellerait donc les chaînons manquants, peut-être cela au niveau des liaisons de connexion,
au niveau d'un certain nombre de chaînons manquants, y compris en France, hein, ou par rapport à typiquement sur des connexions transfrontalières qu'on pouvait avoir entre la France et l'Allemagne, qui aujourd'hui manquent pour une desserte du territoire assez fine et permettant des liaisons régionales de proximité. Il y a véritablement des investissements à poursuivre, ce que tente de faire l'Union européenne, mais encore une fois avec des moyens limités, puisque le transport ferroviaire nécessite des investissements considérables. Très bien. Bah, écoutez, merci Thomas. Si Hélène en est d'accord, je vais enchaîner avec Sophie et puis on aura encore des choses à la fin de l'Allemagne à dire sur le ferroviaire. Sophie Buise nous fait le plaisir de venir d'Allemagne, elle est française, ça va nous faciliter la communication. Responsable du marketing, vous l'avez dit, à la Deutsche Bahn. Vous allez avoir une présentation d'IA, donc je vais peut-être poser d'abord un peu les questions qu'on avait évoquées entre nous en bilatéral, bon, qui sont des questions vastes. Hein. Finalement, elles sont assez simples. C'est quelles conclusions tirer en ces temps de sortie de crise sanitaire vu de la Deutsche Bahn? Quels sont les défis et opportunités dans un contexte allemand et européen? Bon, et finalement aussi, qu'est-ce que vous, en Allemagne, Deutsche Bahn, vous attendez de l'agenda européen du rail? On a parlé d'interopérabilité, d'interconnexion. Bon, on ne peut pas tout régler, mais enfin, peut-être avec votre présentation, je vais vous laisser les 5 prochaines minutes sur la présentation. Vous avez des éléments de réponse pertinents pour nous sortir des Pays de la Loire et puis nous mettre dans un raisonnement allemand en se disant, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant en Allemagne avec la Deutsche Bahn? Et on vous remercie d'avoir pris le temps. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à participer ce soir à cet échange. Pour répondre à la première question qui n'est pas tout à fait intégrée dans ma présentation sur quelles sont les conclusions de la crise, je vais rebondir un petit peu aussi sur la question de la concurrence. En Allemagne, nous avons effectivement beaucoup de concurrence, que ce soit dans le trafic régional que dans le trafic de longue distance. Et nous avons pu remarquer qu'au cœur de cette crise, seule la Deutsche Bahn a continué à rouler. Donc, nous avons montré, je crois, d'une manière très ferme, la responsabilité sociale, la responsabilité écologique que nous avons en Allemagne. Un opérateur privé a le choix de perdre de l'argent ou d'en gagner. S'il doit en perdre en faisant rouler des trains vides, et bien évidemment, ils ne les font plus rouler. Alors que la responsabilité de la Deutsche Bahn était évidemment de permettre à tout le monde d'aller au lieu dont il avait besoin. Et peut-être pour nos amis des Pays de la Loire qui, comme moi, ne connaissent pas tout de la Deutsche Bahn, finalement, en Allemagne, la Deutsche Bahn représente quel pourcentage des trains ou quel poids par rapport à l'ensemble des chemins de fer actuellement? En trafic de longue distance, nous sommes à peu près à 90%. Donc, nous avons des acteurs comme Flixtrain qui se sont déjà annoncés pour la France, mais qui ne sont pas encore en France. Et nous avons quelques petits acteurs comme Westbahn qui arrivent d'Autriche, etc. Mais sur le trafic régional, nous avons à peu près 65% encore de part de marché. Et 35% sont donc des opérateurs concurrents à la Deutsche Bahn pour le trafic régional. Donc, le trafic régional a en partie continué de rouler. Je pense qu'il faut être clair. C'était une volonté politique d'obliger les trains de rouler, mais tout ce qui est le trafic de longue ligne, qui est complètement privé, a arrêté de rouler pendant la crise. L'autre conclusion, et je dirais que c'était le cœur de mon métier de ces derniers mois de crise, c'était la nécessité indispensable de coordination européenne qui a complètement manqué dans la gestion sanitaire de la crise, c'est-à-dire qu'un voyageur qui voulait aller à une frontière, et vous allez le voir dans ma présentation, l'Allemagne a beaucoup de frontières et beaucoup de pays partenaires pour lesquels nous avons fait rouler des trains. Chaque pays avait des nécessités différentes, que ce soit présenter un test, une inscription dans un système en ligne, une inscription papier, etc. Gestion à bord, gestion en gare, gestion à l'arrivée, etc. Donc ça nous a énormément manqué. Et je dirais que, évidemment, dans l'espoir qu'une telle crise ne se représente pas, je dirais qu'un gros manquement de la gestion de la crise au niveau européen, ça a été la coordination de la gestion du passage de frontières.
Bon, merci pour cette mise en contexte. Et effectivement, nous, ici, on est un peu loin des frontières, mais c'est très important de les rappeler. Et en même temps que je dialogue avec vous, si vous avez la capacité là, de démarrer vos DIA, on va apprendre quelque chose de votre part sur la situation. Je vais techniquement Voilà. Partage d'écran, c'est en partager mon cours. écran. J'espère que la technique Oui. va marcher comme il faut. Et donc, on voit un beau titre qui est Transport international longue distance de voyageurs, l'Europe en train. Et donc, peut-être aussi pour l'introduire, puisque vous aussi, vous avez mis l'année européenne du rail en vedette, nous dire au passage, qu'est-ce que vous attendez de cette année européenne? Voilà, écoutez, c'est un petit peu, c'est un petit peu ma conclusion, donc si vous permettez. Oui, d'accord, alors gardez-le en conclusion. Voilà. Alors, je vais vous faire rentrer un petit peu dans l'univers de la Deutsche Bahn. Donc, sortir de la France, et puis voilà ce que ça veut dire la Deutsche Bahn. Voilà, donc ça c'était un petit peu vous montrer la perspective de l'Allemagne, excusez-moi. Ce que ça veut dire pour la Deutsche Bahn, le trafic international. Nous parlons de 20 millions de voyageurs par année normale, je dirais, qui était 2019. Nous parlons d'un réseau qui va très loin, donc Varsovie, Berlin. Je vais corriger un tout petit peu Thomas, disant que c'était surtout du trafic régional entre l'Allemagne et la Pologne. Nous avons des lignes qui vont à Varsovie, à Cracovie et à Danzig, qui sont du trafic de longue distance, en coopération donc avec la PKP, évidemment. Pour la France, nous allons à Paris et à Marseille. Effectivement, la côte ouest nous manque beaucoup. Je dirais que si les coûts les coûts n'étaient pas si chers pour arriver jusqu'à l'ouest de la France, on en parlerait bien. Sinon, voilà, vous voyez donc un réseau qui est très dense. Très concrètement, ça veut dire effectivement pour la France 12 trains par jour. Pour l'Europe d'une manière générale, donc à peu près 140 trains par jour. La République tchèque 7, sinon nos plus gros marchés, ce sont l'Autriche et la Suisse avec 40 à 50 trains par jour. Je vous laisse dérouler les dias peut-être. On vous écoute attentivement. Non, c'est pour ça, en fin de compte, on voulait vous prévenir parce que en fait, on n'a pas vu la vidéo et on est bloqué sur votre écran de présentation. Mais on est sur la première image, donc on vous écoute et on apprend des choses en vous écoutant, mais il nous manque les images. Voilà, là ça déroule. Voilà. Ok, bon, écoutez, je referai passer le film à la fin si on a le temps. Je pense que c'est plus facile. Donc je repasse quand même la slide sur le réseau, je pense que c'est important. Oui. Donc voici le réseau de la Deutsche Bahn. Une couleur par ligne, comme vous voyez, beaucoup de couleurs avec 140 services directs quotidiens, de jour et de nuit, une très faible partie de trains de nuit, sachant que les trains de nuit de la Deutsche Bahn aujourd'hui sont surtout des ICE ou des trains classiques roulant la nuit. Donc, ce ne sont pas des trains. On va prendre la question des trains de nuit puisqu'elle passe par là. Est-ce que vous souhaitez vous étendre en train de nuit? Comme le disait Thomas tout à l'heure, les trains de nuit sont en Europe beaucoup accompagnés par ÖBB, donc notre partenaire de coopération pour tout le trafic allant vers l'Autriche. Et nous sommes partenaires avec ÖBB pour le développement des trains de nuit. Sachant que géographiquement, sans que l'Allemagne, pas forcément la Deutsche Bahn, mais sans que l'Allemagne ne participe au train de nuit, ça va être effectivement compliqué d'avoir des trains internationaux. Nous avons donc une stratégie de trains qui sont les nôtres sans train couchette et de coopération
avec EBB pour les autres trains. Dans le cas concret de Vienne-Paris que nous ouvrons en fin d'année, la Deutsche Bahn est évidemment partenaire de EBB et de SNCF. Nous ouvrons une autre ligne entre Zurich et Amsterdam aussi mi-décembre. Donc la Deutsche Bahn est partenaire. Et je confirme, Berlin-Paris est bien prévu avec la SNCF et EBB aussi comme le porteur de la marque, même si ça ne passe pas évidemment directement par l'Autriche pour aller de Berlin à Paris. J'ai quelques slides. EBB, c'est l'équivalent autrichien de Deutsche Bahn. Oui, tout à fait. D'accord. Voilà, j'ai un peu plus tard quelques slides montrant la carte des projets que nous avons. Voilà. Oui, montrez-nous dans les dias ce qui vous semble le plus important. Là, effectivement, d'avoir sous la main le réseau, c'est important. Et on voit qu'en France, effectivement, à l'ouest de Paris, mais à l'ouest de Paris, vous souhaitez venir? Disons que nous souhaiterions venir partout où il y a un bon marché, une bonne demande. Bordeaux fait partie des destinations qui seraient extrêmement intéressantes pour le marché allemand. L'énorme souci que nous avons pour aller à Bordeaux, ce sont les coûts des sillons pour traverser la France. Donc, c'est impossible d'avoir une réalisation qui est financièrement gérable. Voilà. Pour vous donner quelques exemples sur l'avenir des trafics internationaux, pas que internationaux, mais des trafics en Allemagne, avec des gros projets d'infrastructures ou de nouveaux matériels roulants, nous avons quand même des réductions de temps entre 15 et 30 minutes. Stuttgart-Munich, pour ceux qui connaissent le trafic entre la France et l'Allemagne, pourront déduire effectivement ce temps-là et potentiellement encore plus de temps, celui avec Munich-Paris, pour aller entre Munich et Paris. Donc là c'est comme en France, on cherche à aller de plus en plus vite, mais avec l'élément que disait Thomas, la grande vitesse, bon, c'est au-delà de 200, mais ça peut être la très grande vitesse ou la grande vitesse. Pour être tout à fait franche, la stratégie de réseau en Allemagne est différente de celle de la France, sachant que le réseau et la répartition de la population en Allemagne est complètement différente. Les trains, même si ce sont des trains à grande vitesse, ont beaucoup d'arrêts en Allemagne, ce qui fait que le potentiel de vitesse est là, mais là, il n'est pas réalisé parce que nous avons beaucoup de villes à desservir. Néanmoins, quand on regarde Munich-Paris moins 30 minutes, ça fait vraiment une économie de temps qui est énorme. Pour vous donner un petit peu de perspective aussi sur ce qui se passe chez nous, ce n'est pas tout à fait le centre de notre discussion aujourd'hui, mais c'est quand même un gros investissement de la Deutsche Bahn et de ses partenaires sur des nouveaux matériels roulants. Donc ICL, c'est un matériel que nous allons mettre entre Berlin et Amsterdam. Et ICE Neo, c'est entre Francfort et Amsterdam, Francfort et Bruxelles. La slide dont vous parliez tout à l'heure, enfin le sujet dont nous parlions tout à l'heure, sur effectivement la coopération qui a été signée donc il y a à peu près un an entre les quatre partenaires SBB, EBB, SNCF et Deutsche Bahn sur l'implémentation des lignes telles qu'elles sont sur la carte. Donc un Vienne-Bruxelles qui sera en connexion avec un Berlin-Paris, Rome-Zurich, un Zurich-Barcelone est en projet aussi, et un Amsterdam-Zurich donc qui va démarrer en fin d'année. D'accord. Et au passage, en ces temps de Brexit, parce que la question a été posée par l'un de nos participants, les Britanniques, on ne va pas beaucoup en parler, mais bon, personne n'a l'air de vouloir se connecter avec eux en ce moment. Je dirais le plus gros challenge avec l'Angleterre n'a rien à voir avec le Brexit, n'a rien à voir avec les Britanniques. Le plus gros challenge, c'est le challenge technique pour passer le tunnel. Oui. Il y a une spécificité qui est demandée juste pour le tunnel, qui n'est nécessaire que là, et c'est pour ces quelques kilomètres entre la France et l'Angleterre, c'est un investissement qui est considérable.
Bon, marché. je donne un petit droit de complément à Thomas sur la question britannique qui a intéressé l'un des participants, peut-être. Oui, volontiers. J'aurais ajouté la même chose que Sophie vient de le faire à l'instant, c'est-à-dire que la Deutsche Bahn avait essayé un temps de faire aussi des Bruxelles-Londres, justement, en passant par le tunnel sous la Manche, mais on est face à des complexités techniques qu'aujourd'hui, seul l'Eurostar est à même de pouvoir faire, ou alors en lien avec les services aussi de transport du tunnel sous la Manche. Mais si on parle de l'engouement vis-à-vis britannique, le Royaume-Uni est toujours avec les mêmes normes ferroviaires qu'on a pu avoir avec le 4e paquet ferroviaire, justement. Il ne prévoit sans doute pas de s'en détacher outre mesure, notamment pour ce qui est du tunnel sous la Manche. Et on aura aussi en discussion la fusion entre Eurostar et Thalys aussi, qui est à l'ordre du jour là dans les prochains mois. Bon, merci Thomas. Je rends la parole à Sophie et puis on va essayer de tirer quelques conclusions de cette vision allemande. Pour continuer de répondre un peu à la question, Oui. qu'est-ce qui se passe avec les trains de nuit? Voici quelques informations. En bas à droite de la slide, vous voyez le nouveau matériel roulant de ÖBB. Donc, c'est la seule entreprise ferroviaire européenne qui a vraiment investi dans des trains couchettes. Ce sont les premiers trains, Thomas pourra probablement mieux répondre que moi, pour dire depuis quand aucun train couchette n'a été construit. Il y a eu beaucoup de refurbishment, beaucoup d'améliorations de vieux matériel, surtout en Europe de l'Est. Mais concrètement, ÖBB va arriver sur le marché avec des trains couchettes, avec un concept qui est très intéressant, qui permet d'avoir des cellules un petit peu, des compartiments un petit peu individuels, et donc effectivement très neufs, etc. Donc on attend la réaction du marché sur ce produit et vérifier que effectivement les clients sont prêts à mettre le prix nécessaire pour financer un train tel qu'il est. Alors, j'ai de nouveau des toutes petites vidéos. On va voir si ça marche ce coup-ci. Essayons de terminer par une petite vidéo. De toute façon, si les gens ont des questions, ils sauront vous retrouver. Et puis, je vais compléter en laissant la main après à Hélène ou à Julie. Je vais passer sur la conclusion ou sur l'une des questions que vous m'avez posées et puis on verra si la vidéo marche à la fin. Bon, et puis remerciements déjà sur cette présentation que de toute façon nous pourrons évidemment partager. Si j'avais la possibilité de faire ma liste de courses pour l'Union européenne et leur dire merci d'y penser, je rebondis sur des choses que Thomas disait. Un soutien dans le financement des rames interopérables. Le matériel roulant nécessaire pour passer les frontières est extrêmement coûteux, rend, je dirais, le pas d'aller à l'étranger avec un nouveau matériel roulant très difficile à passer. Donc, le développement d'une offre internationale passe forcément par un développement de la flotte. Et je pense que l'Europe pourrait donner un soutien de ce côté-là. Et quand je dis ça, ce n'est pas forcément pour la Deutsche Bahn, c'est d'une manière générale pour aider le marché à se développer. Le deuxième point, c'est de regarder d'une manière un peu plus concrète la différence de taxation entre les compagnies aériennes et les compagnies ferroviaires. La TVA qui est payée sur certains tickets, la TVA qui est payée aussi sur les sillons, n'est pas du tout juste par rapport au transport aérien. Et une autre chose qu'il faut penser aussi, c'est que dans un souci de garder le marché ouvert et de permettre à des nouveaux entrants le trafic international, nous n'avons pas la possibilité d'avoir des coopérations à long terme avec nos partenaires internationaux. Or, si on a besoin d'investir dans du matériel roulant, mais que nous ne pouvons coopérer que pour 3, 4, 5, 6 ans, c'est très difficile d'avoir un business case qui nous permette de nous financer. Donc, il faut gérer le fait d'avoir des coopérations à long terme qui sont autorisées par l'Europe, mais avoir un business case qui tienne la route quand même. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel, à mon avis, il faudrait réfléchir. Et ensuite, un accès aux infrastructures qui est
officiellement ouverte dans toute l'Europe. Quelle que soit une entreprise ferroviaire qui souhaite rentrer en France peut accéder à Gare et Connexion ou à Infrabel, etc. Concrètement, les conditions d'achat, je dirais, ou d'organisation de l'infrastructure sont très différentes d'un pays à l'autre. Donc, une harmonisation des conditions d'accès à l'infrastructure simplifierait énormément le trafic international. Bon, merci Sophie. Vos souhaits vis-à-vis de l'Europe sont extrêmement clairs. Le temps va nous manquer, donc je dirais que nous allons peut-être enchaîner. Nous partagerons naturellement votre visio et l'ensemble de votre présentation. Je rends la parole à Hélène ou à Julie, peut-être une dernière question en direction de l'Allemagne, et sinon on va faire le lien avec la mobilité douce. Alors, étant donné que la vidéo fonctionne, on va quand même regarder la petite vidéo, Sophie. C'était juste une mise en bouche sur ce que veut dire l'Europe pour les Allemands. Vielen Dank noch einmal. Je vous en prie. En effet, je pense que ça aurait été dommage de se priver de ce petit spot parce que ça fait une très belle transition avant de laisser la parole à Julie, puisque là, je vais m'adresser puisqu'on a un public jeune qui nous regarde ce soir et qui nous suit, il y a un programme de la Commission européenne qui s'appelle Discover EU, qui permet à tous les jeunes dans leur année des 18 ans, et cette année exceptionnellement pour tous ceux qui ont 18 ans, 19 ans et 20 ans, de pouvoir bénéficier d'un billet de train pour justement illustrer ce qu'on vient de voir dans la vidéo, aller à la découverte des villes des différents pays membres de l'Union européenne. Donc, si vous êtes né dans cette tranche d'âge 18, 19 et 20 ans, vous pouvez vous connecter. Julie va mettre le lien de Discover EU. C'est pour gagner jusqu'au 26 octobre, répondre à 5 questions très facile puisque vous pouvez trouver les réponses sur Internet. Et il y a une question subsidiaire à la fin qui vous permettra de participer au tirage au sort. Donc jusqu'au 26 octobre, tous ceux qui ont 18, 19 et 20 ans peuvent se connecter sur Discover EU et participer à cette proposition de la Commission européenne de gagner un billet de train. Et vous pouvez même candidater avec 4 amis et vous pourrez partir ensemble. Pour la France, il y a 7866 passes qui vont être offerts aux 18, 19 et 20 ans. Donc jusqu'au 26 octobre, connectez-vous, vous aurez la réponse le 6 janvier pour un voyage qui pourra s'effectuer entre mars 2022 et février 2023 pour une durée de 1 mois pour votre passe en train. Voilà, donc vous pourrez découvrir ces beaux trains que nous a présenté Sophie Buise avec la Deutsche Bahn, entre autres. Julie, juste une question pour faire la transition. Oui, très rapidement, la question de Julia. Donc, quel est le défi technique le plus important en termes d'interopérabilité des réseaux ferroviaires nationaux en Europe, à votre connaissance? Alors, question difficile, mais on va rester avec Sophie, effectivement, là, sur cette question à 1 000 €. Oui, peut-être bien, oui. De ma perspective de l'Allemagne, je dirais que le plus gros challenge, ce sont l'électricité, les changements d'électricité d'un pays à l'autre, des pays très créatifs comme la France qui ont un changement à l'intérieur du pays. Voilà, je dirais que c'est ce qui nous pose le plus de problèmes aujourd'hui. Le challenge qui arrive de plus en plus, c'est ERTMS, qui devrait être un système unifié, qui ne l'est pas du tout, et donc pour lequel nous avons aussi besoin de différentes variantes d'un pays à l'autre. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Sophie Buise pour votre présentation qui a été saluée d'ailleurs dans le chat. Merci beaucoup. Et également à Thomas Arnaldi. Avant de passer la parole justement à notre troisième intervenant, Julien Lefloc. À toi, Olivier. Voilà, je reprends la main, Julien Lefloc. Donc, effectivement, du rail à la mobilité douce, on s'était interrogé un petit peu sur les liens possibles. Avec vous, Julien, on va se centrer vraiment sur ce qui se fait en Pays de la Loire.
parce que mobilité douce, on pourra en parler des heures et ça peut nous emmener parfois un petit peu trop loin. Donc, vous allez nous expliquer peut-être d'entrée de jeu qui vous êtes au titre de l'association Alizé. Et puis après, on va dérouler 3 questionnements que nous avons préparés en préalable. Alizé, ça veut dire quoi? Alors du coup, c'est une association qui travaille sur tout ce qui est enjeu environnemental. Et on a une partie du coup de nos missions qui sont assez récentes au final. Moi, depuis 3 ans, je travaille sur la mobilité. Notre siège est à Angers et on a une antenne à Nantes et une antenne à Saint-Nazaire. Et donc la mobilité a commencé il y a 3 ans avec les 2 missions dont je vous ai parlé au début pendant ma présentation, donc vraiment l'organisation d'un défi régional pour le compte de l'ADEME et un accompagnement, une animation de tout ce qui est plan de mobilité entreprise. Donc vraiment pour donner les clés aux gens de changer de mobilité, de passer de la voiture individuelle au mode de déplacement qui pourrait leur convenir. Donc toujours en accompagnant, en montrant que c'est possible de le faire suivant les contre-indications et qu'un changement de comportement, c'est pas forcément tout le temps, tous les jours. Il faut vraiment pouvoir s'adapter avec les contraintes de chacun. Déjà, si on essaye de le faire une fois par mois, une fois par semaine, découvrir, s'adapter, c'est déjà très bien. Et ça prendra un peu sur la question d'après, mais on a attendez, développé. Ouais. Oui, c'est ça. Je vais essayer tout de même de vous attirer dans un premier temps sur chercher la liaison sur le rail et la mobilité douce. Bon, et donc j'avais bien compris dans la conversation que le covoiturage est tout de même un de vos grands vecteurs. Donc, c'est ça. si moi je suis un fanatique du rail, je sors de mon chemin de fer, comme l'avait présenté Hélène, qu'est-ce que je peux faire ensuite? Et en quoi vous pouvez vous aider sur le covoiturage, en particulier à partir de l'exemple du projet de Saint-Nazaire? De Saint-Nazaire, alors du coup, nous, on va travailler principalement sur les trajets domicile-travail. Thomas a pu mettre en avant justement l'impact du transport routier. Et nous, on va se focaliser vraiment sur le domicile-travail parce que pour petite information, je ne sais pas si tout le monde a les chiffres en tête, mais sur les déplacements, il y a 75% des trajets domicile-travail en France qui sont réalisés en voiture individuelle, enfin en voiture, principalement individuelle. Donc, on voit qu'il y a vraiment un gros potentiel. Et du coup, sur la partie Saint-Nazaire, alors c'est assez bien desservi. Il y a beaucoup de gens qui font le trajet justement en train Nantes-Saint-Nazaire. Ça se fait assez facilement. Et en accompagnant les entreprises, j'ai vu beaucoup de personnes le faire en multimodal. Ça, c'est un concept qui est très intéressant. Mais ils le faisaient souvent en vélo. Mais alors, c'est très bien. Ils le faisaient en vélo, par exemple, ils partaient de Nantes, d'une partie de Nantes, ils arrivaient à la gare de Nantes, ils prenaient le train, ils arrivaient à Saint-Nazaire et ils enchaînaient. Ils pouvaient placer leur vélo quand c'est possible dans le train. Et en fait, avec le covoiturage, c'est un lien qu'on peut se faire pour les territoires peut-être un peu plus ruraux, ou si les personnes habitent plus loin des gares, par exemple entre Saint-Nazaire et Nantes, des personnes qui vont être à une trentaine, une quarantaine de kilomètres de Saint-Nazaire, on va avoir l'habitude de faire souvent les trajets directs en fait de chez nous jusqu'au travail en voiture, alors qu'il est tout à fait possible de rattacher la voiture au train et finir le trajet. Et du coup, c'est cet enjeu entre chez soi et la gare qui peut être un véritable enjeu. Donc là, on peut voir 2 solutions que j'ai en tête principalement, comme la mise en place du covoiturage. Donc ça peut être fait directement en entreprise ou à l'échelle de la ville, donc voir comment les gens peuvent rattacher le covoiturage pour se rendre au train. Et le vélo aussi, c'est un vrai enjeu pour une personne qui habitera à 4-5 km de la gare. Ce qu'il peut faire, c'est prendre le vélo, aller jusqu'à la gare et continuer. Et dans l'exemple de Saint-Nazaire, moi, ce qui m'avait intéressé dans la préparation, dans la discussion avec vous, c'est de voir aussi que les acteurs économiques s'engagent. Donc, visiblement, il y a une volonté des entreprises de s'intéresser à cet élément-là. Peut-être vous pouvez nous dire un petit peu plus sur ces entreprises. En quoi est-ce qu'elles peuvent être des acteurs utiles pour développer et encourager le covoiturage ou la mobilité ou l'intermodalité? Alors du coup, il y a aussi bien entreprise que collectivité. Est-ce que du coup, il y a aussi la question. Alors en entreprise, il y a tout ce qui est mise en place d'animation. Nous, on va aller vraiment en entreprise pour montrer ce qu'il est possible de faire. Et en plus, il y a tout ce qui est mise en place d'incitatifs, avec justement la mise en place du forfait mobilité durable, qui permet de prendre en compte le covoiturage maintenant. Donc ça remplace l'indemnité kilométrique vélo qui existait. Donc en fait, on peut coupler cet incitatif avec la mise en place, mettons, d'un remboursement covoiturage pour se rendre en train, plus le remboursement employeur obligatoire du train. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être mis en place. Et il y a un travail qui peut être réalisé, enfin qui est très intéressant de réaliser justement autour des gares. Par exemple, on peut avoir un frein en vélo, de déposer son vélo à la gare. Donc là, ça peut être vraiment un enjeu d'adapter tout ce qui est parking sécurisé autour de la gare pour inciter vraiment les personnes à le faire. Et dans l'exemple du covoiturage, ça peut être des places dédiées covoiturage. Parce que
un des freins peut être à l'arrivée à l'arrivée de la gare, de ne plus avoir de places disponibles ou alors des places qui vont être payantes. Et là, en mettant en place des places dédiées au covoiturage, les gens pourront vraiment déposer leur voiture, on va dire, sereinement, prendre le train et continuer leur trajet. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut bien fonctionner. D'où l'importance de la connexion aussi entre les acteurs privés et les acteurs publics. Complètement. Bon, ce qui m'amène à une autre question que nous nous étions posée aussi, qui était évidemment l'impact du covoiturage. On comprend assez facilement le volet économique, on comprend aussi le volet écologique. Vous êtes sur un autre projet à Angers qui insiste sur la dimension sociale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus de la dimension sociale d'un covoiturage et aussi de ce projet à Angers? Là, on va se déplacer de Saint-Nazaire à Angers pour changer de département. Complètement. Alors du coup, c'est l'antenne d'Angers qui s'en occupe, mes collègues d'Angers, mais c'est sur les collectivités d'Anjou Bleu Communauté et de l'agglomération du Choletais. Donc en fait, là, l'enjeu, c'est vraiment un projet qui s'appelle Ecomobin, pardon, qui est réalisé en partenariat avec l'association Afodil, qui accompagne les publics éloignés de l'emploi. Et du coup, là, c'est un travail qui est réalisé en partenariat vraiment avec les deux compétences mobilité et insertion. Du coup, c'est à l'échelle d'une zone d'activité. L'idée, c'est de pouvoir accompagner les entreprises au développement de la mobilité durable et principalement le covoiturage. Donc, l'idée, c'est de vraiment pouvoir sensibiliser les entreprises et les salariés et développer ce qu'on peut appeler du covoiturage solidaire. Donc, l'idée, ça va être de créer, de recruter au sein de l'entreprise et notamment de l'inter-entreprise. On n'y pense pas forcément, mais on peut avoir des collègues qui vont pas forcément avoir les mêmes horaires, mais par contre, les entreprises d'à côté, des gens qui vont avoir exactement le même trajet qu'on ne connaît pas vraiment. Donc là, l'idée, c'est de vraiment créer un pool de covoitureurs. Et une fois qu'on a cette masse critique, on va dire, ou en tout cas qu'on commence à avoir des personnes qui sont volontaires pour devenir covoitureurs solidaires, l'idée, c'est de pouvoir vraiment faire le relais avec le public qui va avoir des précarités de déplacement ou par exemple des jeunes qui n'ont pas forcément encore le permis parce que c'est un coût de passer le permis. Et l'idée, c'est de faire le lien avec des agences pour l'emploi ou des prescripteurs sociaux. Et l'idée, c'est que ces personnes-là aient accès à cette base de données de covoiturage pour trouver des personnes qui pourraient leur correspondre. Par exemple, une personne pour un emploi, mettons, à durée déterminée de 2-3 mois qui ne pourra pas forcément avoir une voiture, pourrait se greffer justement à un covoiturage déjà existant, donc avec du covoiturage solidaire. Après, la personne qui va se déclarer covoiturage solidaire pourra dire au début, voilà, on s'arrange comme ça, moi je te transporte et il n'y a aucun souci. Et après, si c'est pérennisé, pourquoi pas faire des tours si la personne a le permis, que chacun puisse conduire, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un retour à l'emploi, même pour certaines personnes, qui peut être très intéressant. Bon, je fais la liaison avec cette dimension sociale avec une question du chat là, posée par Lucette qui nous demande que prévoyez-vous pour les seniors. Donc la question de cette mobilité douce, on peut imaginer que les jeunes sont bien motivés, sont assez allants, mais bon, je suis senior, je vis loin d'une ville. Est-ce que ce que vous me dites s'applique à moi et qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Alors du coup, ça peut fonctionner par exemple si vous faites partie d'une association ou si vous avez des rendez-vous, une activité régulière. On a fait pas mal la promotion du site de covoiturage Wesgo qui est gratuit et porté par les collectivités. Et là, du coup, je prenais vraiment l'exemple du domicile travail, mais il est possible de créer par exemple des communautés d'intérêt avec une activité que vous faites. Et par exemple, si vous allez tous les jeudis à votre activité, vous voyez qu'il y a des problématiques de mobilité, vous pourriez créer une communauté où toutes les personnes qui se rendent à ce lieu pourraient déposer leur trajet. Et même après, en cherchant dessus, vous pourriez potentiellement trouver des trajets, des covoitureurs qui feraient le même trajet. Ça peut se mettre aussi pour un événement ponctuel. Si vous organisez un événement avec, je garde l'exemple de l'association, mais ça peut être un grand rendez-vous de famille, que tout le monde puisse se retrouver comme ça. Après, c'est vrai qu'on s'est plus axé sur le domicile travail, mais c'est une des solutions où ça peut être aussi pensé comme trajet de rabattement justement sur comment ça s'appelle un trajet de bus particulier ou justement une ligne de train. Si vous avez besoin de vous rendre sur la gare, vous pourriez utiliser ces lignes-là. Là, je prenais l'exemple du covoiturage avec Wesgo, mais il se lance aussi tout ce qui est réseau pouce. C'est un peu du covoiturage sur des lignes virtuelles, on va dire, de covoiturage, où on sait qu'il y a des arrêts et on pourrait retrouver des personnes à ce moment-là. Bon, les initiatives ne manquent pas. Lucette nous remercie au passage dans le chat. Moi, je vais aller vers la dernière question qui est sur le défi mobilité, parce qu'on a parlé des acteurs économiques, on a parlé de la dimension écologique, on voit bien la dimension sociale.
On vous fait un coup de pub à l'association Alizé également, grâce à Julie sur le chat. Et puis, il y a d'autres associations, des tas Merci. d'initiatives qui ont lieu. Mais en final, un défi mobilité, et ceci concerne l'ensemble des pays de la Loire. Comment est-ce que moi, je peux changer mes comportements? Finalement, je ne suis ni acteur économique, ni directement concerné par le social. Qu'est-ce que c'est que ce défi mobilité et qu'est-ce que vous nous encouragez à faire? D'accord. Alors, merci pour tout ça. Alors, le défi mobilité, l'enjeu, c'est sur une semaine de tester, de découvrir des nouvelles pratiques de déplacement, donc favoriser le report modal. Et le deuxième enjeu aussi, c'est de mettre en avant les personnes qui utilisent déjà ces modes de déplacement écomobiles. Si je prends l'exemple d'une entreprise qui a 50 personnes, il peut y avoir une vingtaine de personnes utilisateurs convaincus du train, du vélo ou du covoiturage, par exemple. Et on va pas forcément avoir l'occasion de discuter avec eux, de montrer qu'il va y avoir un partage d'expérience, de lui montrer que c'est possible. L'idée, c'est aussi de pouvoir, pendant ce défi-là, en faire des ambassadeurs et des personnes qui pourraient avoir des réticences parce qu'il y a beaucoup de freins à lever sur la mobilité douce. Et du coup, ça peut permettre d'avoir un message de collègues qui ont eu les mêmes soucis, qui ont pu les surmonter. Et du coup, le report modal, donc pour cette semaine-là, du coup, c'est vraiment de se déplacer en mode écomobile. Donc, c'est vraiment à l'échelle de la région. Les collectivités qui le souhaitent s'inscrivent. On a eu 34 collectivités de la région cette année. En chiffres, Des collectivités, c'est quoi? C'est des villes, des intercommunalités? ouais, alors ça a été communauté de communes, métropole, agglomération, c'est vraiment ouvert à tous. L'enjeu, c'est qu'ils puissent s'inscrire. Ensuite, que les établissements, aussi bien entreprises, associatifs, scolaires aussi, on l'a ouvert aux scolaires parce que le trajet domicile-école, au final, c'est un vrai enjeu. On peut le voir à l'entrée des écoles souvent où ça peut bouchonner. Donc, il y a un véritable enjeu sur cette thématique-là. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et ensuite, chaque établissement va organiser le défi en interne. Il y a tout un site internet qui est mis en place avec tout un kit de communication. Suivant la place que vous avez dans votre entreprise, vous pouvez soit le porter au niveau de la direction pour voir s'ils ont l'accord de le mettre en place et ensuite vous pourriez l'animer, ou le mettre en place directement et favoriser un peu tout ce qui est mode de déplacement. Dans l'idée, pour faire rapidement, tout au long de l'année, en fait, on peut être abreuvé d'initiatives. On peut avoir de l'info sur tout ce qui est mis en place sur des plans vélo, sur le train. On peut avoir des offres qui sont proposées, mais on va pas forcément avoir l'idée ou avoir le temps de passer à l'acte. Le passage à l'acte, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et du coup, l'idée, c'est pendant cette semaine, en amont de la semaine, il y a des animations qui soient réalisées, comme des ateliers remis en selle, comme pourquoi pas des partenariats avec la SNCF ou avec la collectivité pour faire tester le train, ça existe, pour faire tester aussi des billets multimodaux, comme la location de vélo et le train. Et après, faire ce test-là pendant la semaine du défi, que ce soit comptabilisé, créer vraiment un moment festif. J'ai pu le voir au dernier défi. Alors, il y a eu le confinement et le fait de pouvoir se retrouver entre collègues, de pouvoir se retisser du lien, le lien social et créer des rencontres. Ça a pu vraiment participer à la mise en place du défi. Et l'idée vraiment, c'est de pendant une semaine après pouvoir valoriser tout ça et pouvoir pérenniser à la suite le défi, travailler sur tout ce qui va être un plan de déplacement par exemple, ou lancer des enquêtes mobilité, vraiment travailler sur tout ça. Bon, Et tout ce qui merci. ouais, je voulais juste rajouter le petit important, c'est vraiment un gros travail sur tout ce qui est l'accompagnement au changement de comportement. Je l'ai évoqué un peu au début, mais c'est vraiment quelque chose comme ça, pouvoir vraiment accompagner, trouver la solution un peu dédiée à la personne suivant les problématiques qu'elle peut avoir et montrer essayer de l'accompagner au mieux pour même juste une fois passer à l'acte. Bon, merci Julien, félicitations pour votre engagement et puis Merci. longue vie à Alizé. Merci. Tout ceci nous intéresse bien. Bon, le train, il va arriver à 20h16 si tout se passe bien. Moi, mon travail d'animateur est presque fini. Je vais repasser la main à Hélène, Julie, pour voir aussi ce qu'on peut sortir de questions complémentaires et du Jamboard. Oui, alors il y avait une question, en fin de compte, monsieur Le Floch, quelle définition donnez-vous exactement à mobilité douce? Alors du coup, le covoiturage ne se rentrera pas vraiment dans la mobilité douce, c'est tout ce qui est, on va dire, non thermique, c'est vraiment la marche et tout ça. C'est pour ça que du coup, je vais utiliser plus mode éco-mobile. Ça marchera plus pour le défi mobilité, pour montrer que justement le covoiturage, qui est une alternative quand même si on remplit la voiture, assez intéressante et qui peut répondre à pas mal de problématiques.
concernant la voiture individuelle. Mais voilà, du coup, ce sera plus mobilité, comobilité que mobilité douce dans le terme global du défi, pour pas vraiment mettre des points importants de côté. Très bien. Oui, sur la notion de mobilité douce qui est compliquée, il y avait même quelqu'un qui disait et aussi c'est la question va avec, quel est votre rêve, vous, de mobilité douce? Si vous deviez faire un rêve de mobilité douce, c'est quoi? Ah bah si on pouvait tous se déplacer parfaitement à pied ou en, ou en vélo, ça serait parfait. Alors, il y avait une autre question qui nous a été transmise dans les questions en amont. Que symbolise pour vous la voiture électrique? N'est-elle pas aussi polluante par son processus de fabrication, sa consommation d'énergie nucléaire que la voiture thermique? Existe-t-il des solutions de recyclage pour la voiture électrique? Quel est l'avenir du lithium? Donc, il y avait plusieurs questions autour de la voiture électrique. Est-elle en fait la solution par rapport à la protection de notre planète? Du coup, en fait, faut s'y prendre sur tout ce qui est la durée de vie, pardon, de la voiture électrique, ou suivant les pays également, suivant la production de l'énergie, comment elle est produite, il n'y aura pas le même impact. En France, on voit que c'est quand même sur la durée de vie de la voiture, donc on prend vraiment de la création et toute son utilisation, ça va émettre moins de polluants que la voiture thermique. Après, il faut pondérer suivant d'où vient l'énergie, mais voilà, après, il y a la question du recyclage dont j'ai pas la réponse, mais en tout cas, sur la durée de vie, pour l'instant, en tout cas en France, c'est plus avantageux. Et une autre question, comment se développeront ou peuvent se développer les transports écologiques? Dans quel sens? C'est justement par rapport à cette protection de la planète. Alors, c'est une lycéenne qui vous pose cette Ouais. question-là. Donc, toute la préoccupation des jeunes, justement, pour voyager en impactant le minimum la planète et notre environnement. Sur tout ce qui est domicile-travail, principalement, ça va être vraiment de favoriser quand on peut, parce qu'il y a, si je dis pas de bêtises, le chiffre m'échappe un petit peu, mais entre 40 et 50% des trajets de moins de 5 km qui sont réalisés en voiture. Ça, c'est des trajets sur lesquels on peut avoir un réel impact, justement en utilisant le vélo, principalement la marche. Sur l'utilisation des vélos, par exemple, on va tendance à avoir utilisé la voiture pour aller faire nos courses, des grosses courses, alors qu'en ayant l'alternative vélo à assistance électrique ou vélo cargo, ou même si on met les pochettes derrière ou qu'on se met plus localement, ça peut déjà être des choses qui peuvent être assez intéressantes. Rien que l'idée d'aller chercher notre pain ou quoi que ce soit, ça peut déjà être une belle alternative. Après, sur tout ce qui va être voyage plus long, justement, le train, c'est vraiment l'alternative idéale sur des trajets où on va penser gagner un peu de temps en prenant l'avion. Je prends l'exemple de l'avion. Au final, le temps d'aller en amont, plus le temps d'aller à l'aéroport, plus le temps de faire le trajet en avion, plus le temps de revenir après, où le train sera la parfaite alternative. Niveau écologique, même niveau prix, niveau tarif, ça peut être une bonne idée. Alors, avant de repasser la parole à Julie pour voir les résultats du Jamboard, puisque vous avez été très productif tout au long de cette soirée, je souhaiterais repasser la parole à nos trois intervenants pour un petit peu donner leur point de vue sur une question qui est revenue plusieurs fois. Pensez-vous que le projet de cette année européenne du rail va changer vraiment quelque chose dans la mobilité européenne? Alors, si vous voulez bien reprendre la parole les uns et les autres, tous les trois. Peut-être Thomas, si on va dans l'ordre des intervenants. Oui, on va commencer par Thomas. Encore aurait-il fallu que cette année européenne du rail soit davantage médiatisée. C'est-à-dire qu'en réalité, à part quelques articles dans la presse quotidienne régionale, on n'a pas beaucoup entendu parler de cette année européenne du rail à plusieurs titres. D'une part, parce qu'il y a eu la première partie de l'année qui a été très impactée par le Covid. Et donc, c'est vrai que le projet d'avoir ce train européen qui relierait les 26 pays avec un transport ferroviaire continu, le seul qui n'a pas pu être desservi, c'est l'Irlande, puisque c'est sur une île, Malte et Chypre, parce qu'ils n'ont pas de réseau ferroviaire actuellement. Mais sinon, le train a même été aussi dans les Balkans, etc. Donc, ça a été un projet de longue haleine aussi produit par les services de la Commission européenne, mais assez peu médiatisé finalement.
alors qu'il y avait, je pense, un véritable enjeu, non seulement pour l'Europe du rail en région, puisque le rail, c'est important de le mettre dans une dynamique transnationale, c'est une certitude, mais aussi pour une desserte fine du territoire. Et c'est vrai que quand on est usager d'un transport ferroviaire, on ne prend pas toujours conscience de l'ensemble des infrastructures que ça peut avoir en termes de coûts, en termes de complexité aussi pour la production d'un train sur un sillon. Donc le sillon, c'est l'horaire sur un trajet spécifique. Et puis, donc je pense là en réalité qu'il y a eu un bilan assez mitigé en termes de médiatisation et puis derrière de prise de conscience en la matière. Je pense néanmoins qu'avec le pacte vert de l'Union européenne, donc avec le fameux Green Deal, et les investissements qui vont être déployés sur tout ce qui est de la matière ferroviaire, que là, effectivement, ça va avoir un peu plus d'impact concret sur les réalisations au niveau des chaînons manquants, de la résorption aussi d'un certain nombre de goulets d'étranglement qu'il peut y avoir en France et en Europe. Et donc ça, je pense que ça a un peu plus d'impact par rapport à cette année européenne du rail. Bon, dans tous les cas, ça a permis de fêter le rail sur cette thématique aussi pour l'année 2021. Et puis, souhaitons aussi pour l'année européenne de 2022 de la jeunesse aussi toute une bonne réussite en la matière. Oui, parce qu'en effet, chaque année, la Commission européenne définit une thématique et l'année prochaine, en 2022, ce sera la jeunesse. Alors justement, le Discovery You fait bien la jonction entre l'année européenne du rail et puis l'année européenne de la jeunesse. Donc profitez-en. Sophie Buys, votre point de vue par rapport à ça, est-ce que cette année européenne du rail va changer quelque chose et est-ce que ça a fait bouger des lignes en Allemagne? Je confirme qu'effectivement, cette année du rail et le train qui a traversé toute l'Europe a été essentiellement une communication B2B, une communication de lobbyisme et moins une communication au grand public. Je dirais que c'est une année qui a quand même permis un petit peu aux institutions de se rapprocher avec les entreprises ferroviaires, intensifier le dialogue sur justement les demandes des entreprises ferroviaires. Je ne suis effectivement pas sûre que ça ait eu un très gros impact sur le grand public et sur la motivation de tout un chacun de prendre le train. Donc du chemin reste à faire encore. Et Julien, pour finir, votre point de vue par rapport à ça, est-ce que justement le confinement a redonné la place aux déplacements doux en vélo Alors, du coup, ça a surtout donné, parce que moi, du coup, le défi mobilité a eu lieu au moment de la sortie du 3e confinement, donc début juin, ça a plutôt donné la place, c'est vrai, au télétravail, qui a été très plébiscité, donc ça a fait quand même une belle avancée au final, parce qu'il y a de l'impact puisqu'on travaille de chez nous, mais au moins c'est un déplacement qu'on ne fait plus. Le vélo a fonctionné assez bien, et le train, c'est vrai que j'ai un peu eu moins le retour mais j'ai moins eu de retour sur l'évolution du train, en tout cas, concernant le défi. Ça restait stable, en tout cas, l'utilisation par rapport aux années précédentes. Très bien. Mais en tout cas, tout ce qui est travail d'aménagement, je pense que c'est quand même primordial, ou même au niveau des aménagements autour des gares, pour vraiment inciter les gens et donner le plus de possibilités de confort pour déposer la voiture, les vélos et ainsi de suite. Bon, pour ne pas le perdre dans le chat, je signale aussi au passage, Hélène, le commentaire de Jean-Bernard Lugadet qui nous signale l'association nantaise Déplacement Environnement, balade intermodale. Donc effectivement, Alizé fait un beau travail, mais il y a différentes associations, différents organismes qui font du bon boulot. Bien sûr, et en plus, du coup, je rajoute sur tout ce qui va être défi mobilité ou autre, l'idée c'est vraiment de pouvoir faire travailler toutes les associations, tous les acteurs des différents départements de la région ou sur la région pour justement pouvoir animer, présenter les vélos, présenter le train, vraiment pouvoir faire un travail global et vraiment proposer toutes les solutions de mobilité alternatives. Julie, je te laisse la main pour les remarques qui sont arrivées dans le chat et sur le Jamboard. Oui, pas de souci. Donc, si vous voulez, je vais peut-être vous partager l'écran du Jamboard, comme ça sera plus
plus facile pour tout le monde. Donc c'est vrai qu'on a eu quelques participations assez intéressantes. Donc déjà sur la première question, donc, que souhaitez-vous que l'Union européenne fasse pour encourager les mobilités douces et autres? Donc des propositions globales, hein, bien sûr, la baisse des prix, j'imagine en particulier pour le transport ferroviaire, mais peut-être plus globalement aussi pour tout ce qui est transport en commun, et peut-être aussi location de vélos, trottinettes, etc. Et puis aussi avoir une cohérence multimodale. On cible aussi sur le transport à vélo, donc la proposition de sécuriser, enfin d'avoir plus de pistes cyclables sécurisées pour des longs trajets. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi un gros enjeu sur chacun de nos territoires, hein, des pistes cyclables sécurisées. Et puis aussi sur le transport ferroviaire, donc une proposition de s'inspirer des innovations technologiques avec le train à sustentation magnétique. Alors je précise que moi j'ai cru que c'était une faute et j'ai corrigé en mettant suspension magnétique, et après j'ai vu que non, ce n'était pas ça, donc j'ai appris des choses. Et puis aussi une question sur le développement du train, donc est-ce que le réseau pourra absorber ce développement? Et ensuite sur la deuxième question, Alors, je t'interromps parce que oui, un vas-y. de nos intervenants peut-il répondre à Mademoiselle Gomez qui demande qu'est-ce qu'une cohérence multimodale? Est-ce que quelqu'un veut répondre sur ce terme? La cohérence multimodale, qu'est-ce donc? Alors du coup, j'imagine que c'est le fait de pouvoir, voilà, un système commun pour tous, ça a été proposé, mais vraiment qu'il y ait par exemple, que tout se fonctionne bien entre si on va prendre le bus, qu'on arrive direct au train et que tout soit bien enchaîné pour se rendre au lieu désiré. Très bien, merci beaucoup. À toi, Julie. Oui. Pardon. Donc, non, mais c'est vrai que sur certaines questions, c'est peut-être un peu technique, donc il ne faut pas hésiter dans le chat à nous indiquer si ce n'est pas clair, parce que des fois, ce n'est même pas clair pour nous, hein, moi en l'occurrence. Donc, deuxième question, souhaitez-vous que des modes de transport doux soient particulièrement soutenus par l'UE? Si oui, lesquels et comment? Donc, déjà, une première proposition, voilà, c'est concrète, hein, obliger les collectivités à créer rapidement des voies cyclables, donc on sent l'urgence. Voilà, donc sur le transport à vélo. Et ensuite, donc peut-être plutôt sur les petites villes ou communes, une fréquence augmentée par rapport au passage des transports en commun, cars scolaires ou même trains. Voilà, donc c'est vrai qu'on parfois sur les grandes villes, on a l'impression que le transport en commun est plutôt pas mal fait, mais sur les petites villes ou communes, on se sent peut-être un petit peu laissé derrière. Et puis une question par rapport, voilà, comment l'Europe peut favoriser le transport de fret, notamment les conteneurs. Donc sur une question plus logistique. Donc pareil, voilà, je vous laisse les intervenants répondre à ces différentes questions. Bon, sachant qu'au passage, on voit effectivement la difficulté du vocabulaire parce qu'on se balade de la mobilité douce, qui est un terme vraiment générique, à du langage technique précis lié au transport. Alors peut-être on fait un dernier tour d'intervenant là-dessus, sur ces questions, interrogations, peut-être ça vous inspire. Sur les interpellations du Jamboard, peut-être Thomas. Il y a beaucoup de choses. Dans les éléments qui me parlent tout de suite, là, je pourrais éventuellement parler des prix. C'est vrai que Sophie l'a évoqué tout à l'heure. En réalité, on a une concurrence aujourd'hui qui se fait entre l'aérien et le train sur la tarification, qui est sur un certain nombre de trajets beaucoup plus abordables sur des transports en avion qu'en train. Ça, c'est propre aux infrastructures qui sont extrêmement coûteuses et donc qui nécessitent aussi un prix du billet qui est augmenté par rapport à cela. Mais on pourrait tout à fait imaginer une baisse de la TVA sur l'achat d'un billet de train pour que ce soit justement le rendre plus compétitif. L'Allemagne l'a fait en baissant justement le prix de la TVA sur l'achat des billets de train. On pourrait tout à fait imaginer aussi faire la même chose en Allemagne.
sur les trains avec sustentation magnétique. Alors, je connaissais le terme. Je ne suis pas ingénieur, donc du coup, je ne pourrais pas répondre concrètement sur comment est-ce que ça fonctionne. Il y a un certain nombre d'innovations qui existent aussi en matière ferroviaire. Enfin, là, on pourrait prendre sur l'exemple du matériel ferroviaire pour une des innovations techniques qui a façonné l'Europe de la grande vitesse là, sur les 30-40 dernières années, c'est tout simplement le fait qu'au niveau des TGV, vous avez sans doute déjà remarqué, c'est que les voitures sont liées entre elles. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des voitures qui sont les unes à côté des autres, elles sont liées entre elles. Et ça, c'est ce qui a permis notamment de gagner de la grande vitesse. On pourrait tout à fait imaginer aussi, il y a un projet Hyperloop, voilà, qui façonne aussi sur un certain nombre de projets technologiques qu'on verra sans doute le jour, je ne sais pas, d'ici 40, 50, 70 ans, un siècle. Mais en tout cas, enfin, la recherche et l'innovation sont très importantes aussi pour le développement du rail. Et puis, sur les conteneurs au niveau du transport du fret ferroviaire, c'est complexe l'organisation du fret au niveau ferroviaire pour plusieurs raisons. Une des premières raisons est directement liée avec l'intermodalité, hein, puisque les conteneurs arrivent généralement par bateau dans les ports, donc il faut des infrastructures portuaires qui permettent justement de transborder les conteneurs directement sur du fret. Puis ensuite, il faut trouver suffisamment de demandes pour qu'il y ait des conteneurs qui fassent un trait complet pour partir justement à une destination liée. Hein. Aujourd'hui, le transport de fret ferroviaire, il y a quasiment plus de wagons isolés qui partent vers des différentes destinations. C'est organisé par train complet. Donc, c'est-à-dire qu'il faut trouver de terminal à terminal pour qu'il y ait un train complet qui puisse partir et qu'ensuite les conteneurs soient disséminés par éventuellement le transport routier, puisque le dernier kilomètre est toujours le plus complexe. Et ça, en réalité, le transport routier est beaucoup plus modulable et flexible que ne peut l'être le transport ferroviaire. Il n'a pas nécessairement tout ce maillage pour aller partout sur le territoire, étant donné que ça nécessite les infrastructures préalables. Et puis sur les fréquences, ça c'est toujours une affaire de négociation entre les associations d'usagers, les collectivités aussi qui organisent les transports, et puis les entreprises ferroviaires qui mettent en œuvre justement les directives des autorités organisatrices. C'est toujours un coût supplémentaire quand il y a plus de fréquences, mais ça veut dire aussi que lorsqu'on a la possibilité d'avoir des transports en commun de proximité qui sont efficaces, comme le disait aussi Julien tout à l'heure, il est nécessaire de les emprunter pour pouvoir réduire aussi son empreinte carbone. Bon, notre train est presque arrivé en gare, Hélène, mais peut-être Sophie ou Julien, vous voulez ajouter encore un petit mot sur un ou l'autre des éléments du Jamboard qui vous parle? Sur les... Sophie, je vous laisse. Non. Sur les pistes cyclables, c'est vrai que depuis quelques années maintenant, et ça se lance dans pas mal de collectivités, il y a pas mal de plans vélo, de réflexions qui sont tournées autour des pistes cyclables, mais c'est vrai que historiquement, la ville est quand même pensée pour la voiture et trouver où mettre les bonnes pistes cyclables pour que ce soit assez sécuritaire, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, donc ça commence, ça se lance. Il y a des collectivités qui ont entamé pas mal de choses, mais c'est vrai que le développement prend du temps. Et puis c'est vrai qu'il faut vraiment pas négliger la sécurité parce qu'une piste cyclable qui va être mal réalisée ou pas au bon endroit, ça va être pire. Parce que du coup, s'il suffit que ça coupe des sorties de parking ou autre, enfin des sorties voitures, et on peut voir que les voitures vont pas forcément faire attention au vélo. Et du coup, voilà, il faut vraiment faire attention à la sécurité et tout ça. Donc, c'est pour ça que ça peut prendre un peu de temps. Bon, peut-être Sophie, un mot encore sur le Jamboard. Il y a quelque chose qui vous parle, qui vous surprend? Non, je rebondirais peut-être sur le sujet des prix, non pas pour justifier le fait que les prix que nous offrons sont les meilleurs, mais peut-être pour rappeler je dirais l'impression de cherté de certains trajets par rapport à la réalité, et que faire pour 39 €, je dirais un Marseille-Brême, qui doit faire à peu près 2000 km, je pense que c'est compliqué de faire moins. Et que c'est un sujet sur lequel les entreprises ferroviaires avec lesquelles je travaille
un sujet sur lequel beaucoup se posent la question et essayent de faire au minimum, avec un gros souci de l'aérien, qui a une concurrence qui est compliquée, qui essaye d'avoir des clients d'un petit aéroport à un hub, en concurrence avec des trains entre Berlin et Francfort, entre Paris et Lyon. Donc les vols sont très bon marché, tout simplement parce qu'ils essayent de remplir leurs vols, alors que nous, les trains ne sont financés que par les clients qui sont assis dedans. Bon, merci beaucoup. J'ai l'impression qu'Hélène, c'est toi qui vas avoir le dernier mot, hein. Le train arrive bien à la gare, j'ai l'impression. Oui, alors merci beaucoup à tous d'être restés captifs et surtout sur la qualité de vos interventions à vous trois, qui a été appréciée quand on lit le chat par l'ensemble de nos spectateurs. Donc, on vous remercie pour votre disponibilité dans la préparation en amont de ce webinaire. Également remerciements à tous nos participants qui nous avaient aussi adressé de nombreuses questions alors on les a pas citées en tant que telles, mais elles ont été intégrées dans les réponses de nos intervenants. Donc, on vous remercie vraiment de cette interaction et on vous donne rendez-vous pour, pourquoi pas, d'autres sujets qui peuvent retenir votre intérêt et pour lesquels on se propose de réunir d'autres intervenants. Donc, merci à tous. Au nom des 4 maisons de l'Europe, donc Maison de l'Europe de Nantes, Maison de l'Europe d'Angers en Maine-et-Loire, Maison de l'Europe en Sarthe au Mans et Maison de l'Europe en Mayenne à Laval et également pour Europe Direct Vendée basée à La Roche-sur-Yon. Merci à tous. Merci au team Europe Direct Olivier Brunet qui ce soir animait et a fait un gros travail de préparation avec nos intervenants également. Donc merci beaucoup à vous trois pour ce regard franco-allemand et ligérien sur la thématique qui était l'année européenne du rail ce soir, en invitant tous les 18, 19 et 20 ans à aller se connecter pour gagner ce fameux billet de train qui va pouvoir leur permettre de voyager en utilisant les trains de la Deutsche Bahn, entre autres, et de la SNCF, et tous les pays européens donc pendant un mois. Merci à tous. Merci et bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir.